Bon, donc bonjour, et je vais vous faire un petit tuto sur le problème du filtrage des radiofréquences en cryogénie et pourquoi c'est aussi important que ça. Alors en fait, il y a deux aspects dans ce problème. Premièrement, savoir comment se couplent, comment les électrons, pardon, se couplent aux radiofréquences. Et puis le deuxième point, c'est aussi comment les éventuels systèmes à deux niveaux vont eux aussi se coupler aux, aux radiofréquences. Alors, ces deux problèmes un tout petit peu différents, mais qui sont tous les deux importants. Alors pourquoi? Parce que celui-ci, ça va déterminer essentiellement la température électronique de nos électrons, et celui-ci va nous procurer du bruit. Essentiellement, le bruit basse fréquence, il va venir de là. Ça veut dire que si on a des fluctuateurs à deux niveaux qui apparaissent, eh bien, ces fluctuateurs vont nous donner un bruit en résistance. Et ça, c'est ça qui est responsable essentiellement du bruit basse fréquence. Alors, la partie électronique, dans un métal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à basse température, donc les électrons, en dessous d'une température qui est essentiellement donnée par KBT plus petit que H bar KF S avec S la vitesse des électrons, des phonons, pardon, la vitesse du son. Eh bien, dans ce régime-là, on a 1 sur tau. Ça, c'est le temps de diffusion électron-phonon. Ce truc-là, ça se met à varier comme t puissance 5. Autrement dit, extrêmement rapidement, on va avoir une distance, un temps de collision, donc une distance entre deux collisions électron-phonon qui va devenir extrêmement grande. D'accord. Donc par exemple dans l'ASGAR, dans le métal, j'ai pas fait le calcul, mais je suis dans l'ASGAR en haute mobilité, hein, ce qui est le cas par exemple de ce qu'on va faire dans l'ASGAR, ça peut atteindre des millimètres. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce couplage-là, il existe toujours. Vous avez aussi le couplage avec les radiofréquences qui sont ici. Alors évidemment, le couplage avec les radiofréquences, a priori, il est beaucoup plus faible que le couplage avec les phonons. C'est ce qui fait qu'à haute température, enfin au-dessus de certains régimes, de certaines températures, on est assez peu gêné par le couplage des radiofréquences. Par contre, quand on baisse à basse température et qu'on a un couplage électron-phonon qui devient extrêmement faible, on redevient dominé par ce couplage aux radiofréquences. Alors c'est d'autant plus vrai qu'on est à basse densité parce qu'on n'a pas du tout d'écrantage. Par contre, ce qu'il ne faut pas non plus négliger, c'est cet aspect-là du problème. Parce que les systèmes à deux niveaux, alors ça peut être plein de choses, un système à deux niveaux. Alors, je sais pas trop. Alors dans l'ASGA, ça peut être par exemple des dopants instables. Ça peut être, je suppose, ça peut être des lacunes dans les trucs thermiques, par exemple, dans les, dans les, dans les, dans les, dans les amorphes. Et puis, alors, par exemple, un truc qu'on avait regardé qui marchait pas mal, c'est ce qu'on appelle les quantum dots involontaires. Alors ça se voit assez bien. Ça se forme en bord de gravure souvent. Ça se forme en bord de gravure, donc vous avez par exemple vous avez un potentiel qui au lieu de faire un truc comme ça, va faire un truc qui va plutôt être comme ça. Puis là vous allez piéger un électron là-dedans. D'accord. Et puis il peut sauter d'un côté ou de l'autre. Donc soit dans le gaz de D, soit il reste piégé là. Alors ce qui est gênant, c'est que si ils sont thermalisés, ils bougent pas. Thermalisés, c'est ok. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ils vont être activés par les radiofréquences. Et alors, selon ce que vous avez comme type de piège,
ça peut faire beaucoup de bruit à basse fréquence, surtout si vous avez une vaste, une vaste distribution des temps de flipping de ces impuretés. Alors je ferai un autre tuto pour savoir exactement ce qu'il en est de ces trucs en assurage. Je vous montrerai en particulier comment finalement on arrive à faire, d'où vient le bruit en assurage, qu'est-ce qui fait qu'il y a un assurage. Voilà. Donc ça c'est pas très compliqué. Alors, d'abord comment on va modéliser ce bruit? Donc la modélisation elle n'est pas très compliquée. On va considérer que nos câbles, d'accord, qui arrivent dans le frigo, on va dire que ça c'est équivalent à une résistance, d'accord, qui est à une température T. Et ça, donc, ça nous envoie sur l'échantillon un bruit blanc, alors qui n'est pas blanc justement, pardon, un bruit. Alors ce bruit-là, il vaut, alors ça c'est le bruit en tension, sur R, c'est égal à 4 bar H bar oméga, sur exponentielle de H bar oméga sur KT, moins 1. Donc ça je démontrerai dans l'autre tuto comment on arrive à cette formule. Ce qui est important de voir, c'est que donc en fait, c'est un bruit. Ici, vous voyez arriver la fonction de partition, la fonction de Fermi, enfin, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais essentiellement, ça vient du fait que vous avez une équipartition d'énergie entre les différents modes de photons qui se propagent dans votre fil. Okay, ça, j'expliquerai comment. Donc en fait, on a cette formule. Donc le bruit blanc, ce qu'on appelle le bruit blanc, en fait, il n'est pas blanc. Il est blanc jusqu'à une fréquence qui vaut KT. Et ensuite, il se casse la gueule. Donc ça fait un truc qui est comme ça. Puis vous avez ici H bar oméga égale KT. Bon, alors, pour H bar oméga très petit, en 300K, ben vous trouvez bien la formule classique. On retrouve bien SV de oméga égale 4KTR. Ok, donc ça, tout va bien. Maintenant, quel est le but de ce qu'on veut faire en cryogénie? Quand on dit refroidir un électron, imaginons qu'on va refroidir un électron. Donc je lui prends une petite boîte carrée, une petite boîte carrée, comme ça, qui est à 20 mK. Mon échantillon dedans, je le pose là. Et la question c'est à quelle température il est. Alors comme on l'a vu, essentiellement à température relativement élevée, il n'y a pas de problème, il va bien être à température des cryostats. Le problème c'est que moi maintenant, j'ai fait ici deux trous, plein de trous avec des fils de mesure qui arrivent et qui vont irradier partout. Avec des radiofréquences qui sont plus ou moins à une fréquence, alors ça dépend des étages de thermalisation du frigo, mais enfin qui sont pour T entre 20 mK. Alors faire attention à une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, finalement, si on thermalise ce bout-là à 20 mK, c'est bon, on a gagné. C'est pas tout à fait vrai, parce que les modes qui sont tout au-dessus du frigo, qui sont à 300K, ils sont guidés par là, ils vont arriver en bas. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a fait une superbe antenne. D'accord. Donc tout ce qui est généré plus haut à des températures plus élevées, ça arrive en bas. Il ne s'agit pas seulement d'avoir 3 fils en bas à 20 mK. Ça, c'est pas le jeu, ça ne suffit pas. Donc en fait, l'idée, c'est simplement de dire que ce truc-là qui est craché, ces radiofréquences qui arrivent là, on veut que ce soit des RF qui soient à 20 mK. Si notre frigo est à 20 mK. Okay. Et encore une fois, je vous le dis, le problème, il ne va pas être de mettre simplement les bouts des fils à 20 mK. Il va être de mettre toute la ligne, de se démerder pour que le spectre qui arrive là soit à 20 mK, parce que si vous avez des fils chauds en haut, ils vont arriver à être complètement guidés, et puis voilà, ils arrivent sur votre échantillon. Alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui font
une technique simple qui font de l'électronique à 20 mK, et là effectivement ça va marcher mieux parce que vous pouvez avoir un ampli qui va être basse impédance sans stick, vous pouvez filtrer extrêmement facilement. Bon voilà. Alors évidemment l'atténuation elle vaut quoi? Ben, c'est pas très dur à calculer. Hein. L'atténuation, on va le mettre en rouge, en fonction de la fréquence, elle vaut simplement exponentielle de h bar oméga sur kt échantillon, voilà, sur exponentielle de h bar oméga kt0 moins 1. Ok. Donc là, je vais appeler ça, je vais mettre des T0 un peu plus jolis. Voilà. Donc en gros, l'idée, c'est un petit peu comme si vous aviez mis, c'est comme si vous aviez mis un steak à cuire sur un truc très froid. Là, vous avez une plaque très froide, mais vous avez envoyé des RF partout. Donc c'est comme si vous mettiez un truc dans votre micro-ondes, puis vous mainteniez la plaque qui tourne à 0 degré, et puis dessus vous envoyez des antennes, vous faites marcher votre micro-ondes et vous maintenez la plaque d'en dessous à 20 mK. Enfin à 20 mK, je suis con, à 1 Kelvin. Donc à ce moment-là, vous imaginez bien que votre steak ne sera jamais à 1 Kelvin. Même pas 1 Kelvin, 0 degré, parce que vous n'allez pas faire du 1 Kelvin chez vous. Enfin, l'idée c'est ça, quoi. J'ai mon steak ici, j'ai le micro-ondes qui crache dessus, et moi je maintiens péniblement la température ici à 0 degré. Bon, bah écoutez, regardez votre formule qui est là, vous apercevez que votre développement limité, vous allez pouvoir faire pour la partie qui est en θ 0, d'accord, parce que ce terme là devient petit. Mais par contre, vous êtes dans un régime où vous ne pouvez pas faire le développement limité pour θ échantillon parce que ce terme là n'est pas petit. Vous êtes obligé de le garder. D'accord. Si c'était que ça irait. Alors, il suffit de regarder les limites maintenant. Ça, c'est pas très dur. Si on a h bar oméga qui est très petit devant kt, devant k fois t échantillon, qui lui-même est très petit devant kb t0, d'accord. Donc en gros, ces conditions-là, on regarde à la limite vraiment très 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 basse fréquence, hein, et bien à ce moment-là, on obtient simplement que l'atténuation est de l'ordre de T0 sur T échantillon. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas trop méchant. Ok. Voilà. Alors, au passage, je vous rappelle l'égalité qui est bien connue, c'est-à-dire que vous avez 1 Kelvin qui est égal à peu près à 20 GHz. D'accord. Donc à part ça, vous pouvez tout calculer. Bon, alors dans l'autre, alors si on met un peu des chiffres, hein, si vous mettez T échantillon, si vous mettez T échantillon si vous mettez T échantillon égale 20 mK, puis si vous mettez T de la pièce, T0 est égal à 300K, ben, vous trouvez quelque chose qui est tout à fait logique. Vous trouvez 300 divisé par 20 10 puissance 4, c'est-à-dire vous trouvez à peu près 1,5 10 puissance 4. Ce qui est déjà une atténuation qui est loin d'être négligeable. Alors, le deuxième problème qui va se poser, c'est si on a un échantillon qui a une température telle que le KT de l'échantillon. Donc on regarde une fenêtre de fréquence maintenant qui est comprise entre h bar oméga et kt0. Alors c'est là un peu que les ennuis commencent parce que si vous regardez
Si vous regardez ça, si vous regardez votre formule qui est là, que l'atténuation en fonction de l'oméga devient égale, alors on reprend toujours la même chose, hein, c'est une exponentielle de h bar oméga sur kb de la température de votre échantillon moins 1 sur l'exponentielle de h bar oméga divisé par kt fois t0, pardon, moins 1. Alors si vous êtes dans ce régime h bar oméga c, si vous êtes dans un régime h bar oméga c qui est très grand devant la température de l'échantillon, d'accord, ce terme-là va être grand devant le 1, et finalement il vous reste ce terme-là, vous donne simplement exponentielle de h bar oméga sur kb t échantillon. Par contre, si vous regardez le deuxième terme, vous êtes dans un régime où h bar oméga est très petit devant k t0, donc vous pouvez faire un développement limité, et ce truc-là va vous donner un terme, pardon, excusez-moi, ce truc-là va vous donner un terme du type 1 plus exponentielle, pardon, 1 plus h bar oméga sur kt0 moins 1, donc vous connaissez ici simplement le développement limité de l'exponentielle. Et à la fin, vous finissez, alors là où effectivement les ennuis commencent, finissez que pour l'atténuation, dans un régime où on ne va pas chercher hein, des fréquences qui sont très grandes dans θ0 parce qu'elles n'ont pas de sens, hein, on regarde que les fréquences qui sont de l'ordre de la température de la pièce. Bien, vous finissez avec une atténuation qui est de l'ordre de kb t0, t0 c'est la température de la pièce, fois h bar oméga, fois une exponentielle de h bar oméga sur kb t0. Alors, vous voyez tout de suite où c'est que les problèmes commencent. C'est parce que si on regarde le rayonnement à 1K, on regarde simplement le rayonnement à 1K, pour le rayonnement à 1K, à 1K, c'est-à-dire 20 GHz, l'atténuation vaut 10 puissance 24. 1,5 10 puissance 24 si on est pointilleux. Voilà. Donc en fait, bon, je vais m'arrêter là pour ce premier chapitre. Ce que je simplement, les deux choses importantes qu'il faut retenir, c'est d'abord que c'est pas parce que les fils sont en bas dans une partie froide, c'est-à-dire qu'on les a thermalisés à 20 mK, 25 mK, c'est pas pour ça qu'ils vont pas cracher du rayonnement chaud qui vient d'en haut. Ça c'est très très important à comprendre. Parce que la partie haute des fils qui est à 300K, le rayonnement qu'elle émet, il est conduit par, les fils et il va arriver en bas. Il va irradier les échantillons. Ça a deux effets, ça irradie non seulement les électrons, qu'on va avoir du mal à se coupler au phonon, donc ils vont être des électrons chauds, et ça va aussi irradier tout un tas d'impuretés qui vont nous donner du bruit en 1 sur F. Voilà. Et alors si on met des chiffres là-dedans pour regarder une atténuation qu'on devrait avoir, on s'aperçoit que si on veut vraiment que l'échantillon soit dans un environnement de l'ordre de 20 mK, par exemple je prends 20 mK pour référence, si on regarde l'atténuation du mode à 1K, on s'aperçoit qu'il faut des atténuations absolument phénoménales de l'ordre de 10 puissance 24. Okay, donc ça, c'est très difficile à faire et c'est pour ça que dans le prochain tuto, on regardera un peu comment on peut obtenir ce genre d'atténuation.